Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité pour venir vous parler. Donc je vais vous parler aujourd'hui, donc moi je suis Sabine Sauvage, je suis ingénieure de recherche au CNRS dans ce labo qu'on a créé récemment, Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement. Je suis sur Toulouse, donc c'est pas mon environnement ici. Donc je me suis régalée à traverser, à venir ce matin au lever du soleil pour arriver jusqu'ici, c'était très 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 beau. Alors, je croyais que c'était ça. Il s'avère que hier, justement, vous parliez des députés européens. Hier, j'étais à la Chambre d'agriculture où j'ai fait une conférence sur les ressources en eau. Et il y avait un député européen, justement. Il y avait des députés, il y avait le sénateur, il y avait tout le monde, il y avait toutes les huiles. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Et en fait, j'ai parlé avec lui et il me disait qu'effectivement, le problème de l'Europe, c'est on fait des normes, on fait des normes, on fait des normes. Mais le problème, c'est qu'on fait des normes uniques pour toute l'Europe, quel que soit le territoire. Et donc, ils ne prennent pas en compte, alors parfois ça peut être restrictif pour certains, mais ça ne l'est pas pour d'autres. Ils ne prennent pas en compte justement les contextes locaux, à la fois pédoclimatiques, culturels, etc. Et ça, c'est un gros problème pour eux, députés européens, pour essayer de faire changer ça en fait. Ils essayent de le faire, voilà. Bon. Je vous retranscris ce qu'il m'a dit hier. Non, c'était, j'ai sa carte là, je vous dirai après. Un petit jeune, Julien, quelque chose. Par rapport à moi, il est jeune. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai la charge de prendre la parole à la place de Nadia Carluet, de l'INRAE, de Claire Magan, de l'OFB, pour vous faire part un peu résumé d'une étude qu'on a fait mandatée par le ministère au niveau national, où on a rassemblé tous les scientifiques qui étaient compétents dans le travail autour des retenues et de l'impact cumulé de ces retenues. Et donc, on a fait un rapport qui est online, je vais vous dire, comme ça vous pouvez avoir accès. Et donc, c'était une étude scientifique collective qu'on appelle ESCO. Voilà, mandatée par le ministère et chapeautée par l'OFB. Donc, comme elle ne pouvait pas se déplacer, c'est moi qui me suis déplacée. Donc, il y a des planches que j'ai repris. Donc, il y a peut-être parfois des questions que je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Alors voilà, l'historique de ces travaux, en fait, sur l'impact cumulé des plans d'eau en France. Il y a eu une étude interagence sur l'impact des petits plans d'eau fait par les CSCG en 2001. Voilà. Et ensuite, il y a eu cette expertise scientifique collective mandatée, dont je vous parle, pour lequel on a fait un rapport qui est disponible online, que vous pouvez récupérer online. Il y a le lien ici, comme on va vous laisser les planches, vous pouvez avoir accès. Et ensuite, suite à cette première expertise, où on a fait l'état des lieux des connaissances, et vous verrez, il n'y en a pas tellement, finalement, sur l'impact cumulé des retenues, il y a eu un guide méthodologique mis en place pour évaluer justement cet impact au travers d'indicateurs. Et ce guide méthodologique, en fait, il a été mis à l'épreuve sur des sites. Et donc là, il y a une nouvelle version qui est en train de sortir, début 2025, et c'est Claire Magan de l'OFB qui doit faire ce guide. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, donc ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, il y a ce fameux projet Impact cumulé des retenues sur le milieu aquatique, où sur la base de ce guide méthodologique, on applique ces indicateurs et on essaie de voir si les indicateurs sont pertinents ou pas pour voir l'impact cumulé des retenues à l'échelle d'un bassin versant. Alors, quels sont les impacts des retenues sur le milieu aquatique? Alors, Marie, elle en a parlé un peu déjà, c'était hyper intéressant, merci. La partie réglementation aussi, je ne connaissais pas tout, c'était super intéressant. Alors, il s'avère que des retenues, on en a parlé, il y en a des diverses, avec des diverses modes d'usage, des modes d'alimentation, des modes de restitution, des modes de gestion, des caractéristiques différentes, comme disait Marie ce matin, et des typologies différentes, donc je ne vais pas y revenir. Non plus. Il y a des pompages différents, des retenues collinaires, connectées ou déconnectées des bassins versants, vous avez un petit schéma là, et en fonction de ça, et de leur emplacement sur le bassin versant et de comment elles sont connectées au réseau hydrographique, mais non, pas seulement au réseau hydrographique, mais à tout le cycle hydrologique, ne vont pas avoir le même impact. On peut avoir des retenues en dérivation, des barrages de cours d'eau, tout ça vous connaissez. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, on a des lacunes dans la littérature pour certains types de retenues, c'est-à-dire on n'a pas étudié toutes les retenues et toutes les configurations possibles et inimaginables déjà pour l'impact d'une retenue pour un type donné, mais alors vous imaginez pour l'impact cumulé de plusieurs retenues. Parce que sur un bassin, vous pouvez avoir de multiples configurations d'emplacement de retenues. Donc du coup, il y a très peu d'études, voire pas d'études, qui avaient traité ça jusqu'à maintenant.
Donc l'effet cumulé de retenue, pas de résultat, bien évidemment, d'indicateurs ou de descripteurs directement transposables. L'importance d'une retenue dans son bassin versant où elle est placée va pas avoir le même impact. Et cet impact cumulé, on n'aura pas le même impact si on a une grosse retenue à un moment, à un endroit donné. Et pour l'équivalent de volume, si on a des petites retenues, on n'aura pas le même impact. D'accord ? Tout ça, c'est bien évidemment logique. Pour autant, on voit des effets avérés, parce que vous qui êtes sur le terrain, vous voyez des effets avérés, que ce soit dans la retenue elle-même et à l'aval. Et l'idée, c'est de trouver des métriques ou des outils, comme des modèles, qui peuvent être remobilisés pour essayer d'étudier ça, pour être aidés à transposer, valider et calibrer ces indicateurs pour essayer d'évaluer l'impact de ces retenues. C'est pour ça qu'on a fait ces études. Donc là, si on regarde un peu dans la littérature, eh bien en fait, les questions qu'on s'est posées dans la littérature, les chercheurs ils se sont creusés la tête, c'est quel est l'impact de ces retenues cumulées, quels indicateurs on doit mettre en avant, est-ce qu'il y a une relation entre ici, vous voyez la densité de retenue et la densité, alors je vais y arriver là, la densité de retenue en nombre, la densité de retenue en volume ici, et en haut vous avez la réduction des débits annuels à l'aval, vous apercevez que vous n'avez aucune relation. D'où la complexité de l'étude du système. Donc ici, vous avez par exemple, on a trouvé 10 publications, 10 références, qui traitaient un peu de cet impact cumulé. Vous les avez ici. Alors c'est vrai qu'on n'y voit pas trop les impacts là. Donc pour chaque référence, on a regardé l'impact des retenues cumulées pour les années sèches, pour les années humides. Les années sèches, c'est en rouge. Les années humides, c'est en bleu. Et la moyenne interannuelle, c'est en jaune. D'accord ? Donc, ce que vous remarquez, c'est que forcément, l'impact des retenues est bien marqué, du cumul est bien marqué pendant les années sèches. Effet sur les débits caractéristiques et les durées d'étiage, il y a un effet avéré, surtout sur les débits de pointe, etc. Et sur la distribution de ces débits le long du réseau graphique. Par contre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je vous disais ici, c'est cette difficulté à relier à la fois le nombre, le volume, l'impact sur les débits et de trouver des indicateurs. C'est pas grave. Donc ici, ce qu'on a trouvé comme autre solution et qu'on a regardé, c'est d'utiliser des outils de modélisation. Les outils de modélisation, c'est des outils comme on fait des modèles de changement climatique, du climat, etc. demain. On rentre dans des modèles hydrologiques, les retenues, et on regarde, une fois qu'on a calé le modèle à l'exutoire, en calant le modèle sur les débits observés, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le même modèle, on enlève le rôle des retenues et on regarde la différence des débits, en fait, par simulation numérique. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un exemple sur un bassin de la Gardonne, dans le 47, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne suis jamais allée là-bas. Et donc vous voyez, en fait, vous avez les débits après impact du barrage, et vous voyez qu'en fait, vous avez l'écrêtement de crue qui est baissé, et vous voyez qu'ici, vous avez une différence au niveau des débits de base. D'accord ? C'est-à-dire que quand il commence à pleuvoir, pendant que le barrage se remplit, en fait, vous avez une différence entre le débit sans barrage et le débit avec barrage, ce qui est naturellement possible. Et du coup, on peut quantifier ces effets. C'est-à-dire qu'après, on peut s'amuser, ce qu'on peut s'amuser à faire grâce au modèle, c'est-à-dire on s'imagine que, par exemple, telle de retenue, admettons, elle existe aujourd'hui, elle est complètement comblée, on regarde quel est l'impact des autres retenues. Si on enlève une retenue ou si on rajoute une retenue, quel serait l'impact sur le débit à l'exutoire ou dans différents points. Ce qui permet d'orienter aussi la gestion intégrée d'un territoire. Ça peut aider à la discussion au moins. Alors ici, c'est un autre exemple de modélisation qui a été faite dans le 82, donc dans le Tarn, sur l'Amboulas. Je ne sais pas ce qui s'appelle Amboulas, le bassin. Je ne sais pas si vous voyez marqué quelque part. Et donc vous voyez, là, il y a, sur ce bassin, qui fait 403 km², il y a 875 retenues. C'est énorme. Et donc là, ce qui a été fait aussi, c'est d'utiliser un modèle hydrologique, pareil, pour regarder l'impact de ces retenues à l'exutoire sur le débit sur toute l'année. D'accord ? Donc là, vous avez la comparaison
des débits sans et avec retenue. Donc sans, c'est en rouge. Ben, c'est pas les bonnes couleurs, ça. Avec, c'est en bleu. Et qu'est-ce qu'il y a en vert? Observez, voilà. Donc ça, c'est... Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas le rouge. Le rouge, il est ici. Vous voyez, en zoom. Les observer, là, c'est pour vous montrer la différence. Voilà, sans, avec les retenues, voilà, et l'observer. Pour montrer que le modèle, à peu près, il rend bien compte des crues, des basses eaux, etc. Et ensuite, ils ont fait tourner le modèle et ils ont regardé quelles sont les périodes où on a un impact significatif de l'effet cumulé des retenues. On s'aperçoit qu'en dehors des débits d'étiage, il n'y a pas du tout d'impact sur ce bassin. Par contre, au niveau de l'étiage, vous le voyez ici, la différence, que sans les retenues, vous auriez un débit de base beaucoup plus important, alors qu'avec les retenues, votre débit de base est beaucoup plus faible pendant cette période. Alors que dans les autres périodes, on n'a pas d'impact. Ils ont montré aussi que dès que vous avez les premières pluies d'automne, eh ben, en premier, c'est les retenues qui se remplissent. Donc du coup, ça élargit le temps de l'étiage, en fait, le débit de basses eaux, et ça augmente la durée de l'étiage. Sur ce bassin, bien évidemment, parce que chaque bassin est particulier. C'est pas parce qu'on a une conclusion sur ce bassin que sur un autre, on aura la même. D'accord? Mais c'est pour vous montrer l'utilisation des outils qui permettent de réfléchir et d'avoir cette vision vraiment à l'échelle du territoire de l'impact cumulé des retenues. Chose qu'on a du mal à avoir, parce que les retenues, elles sont là, donc on ne peut pas avoir un impact concret puisqu'elles sont là. Donc on ne sait pas ce qui se passerait si on ne les avait pas, en fait. Donc ça nous aide vraiment à réfléchir. Et là, vous voyez, on arrive à faire des bilans, c'est-à-dire pendant l'étiage, on a 20% de baisse des débits qui circulent dans les cours d'eau, alors que pendant les autres eaux, on a une différence très très faible, en fait, en pourcentage. Et en volume global, si on fait le volume global sur toute l'année interannuelle, on a une différence de 3%. OK ? Ici, un autre exemple, parce que Lorraine m'a dit de mettre des exemples, je mets des exemples. On regarde l'effet cumulé sur l'hydromorphologie et sur le colmatage à l'aval. Donc là, vous avez plusieurs types de cours d'eau, voilà, avec un indice d'artificialisation. Donc plus c'est noir ici, comme ça je ne vous détaille pas, plus c'est noir, plus c'est artificialisé en termes de retenue sur le bassin. D'accord ? Et ici, vous avez le niveau de colmatage. Donc plus c'est marron, plus c'est colmaté à l'aval. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, j'essaie de vous montrer ici. Ici, vous avez un bassin, un sous-bassin qui est très forestier. Voilà. Et ici, si je le vois bien, ici, hop, 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 c'est un bassin avec des prairies, le numéro T, là. D'accord ? Ben, vous voyez qu'en fait, les bassins les moins colmatés, ben, c'est là où il y a des bassins le moins artificialisés, où il y a des prairies, et là où c'est le plus colmaté, c'est parce que nous avons des barrages, enfin des retenues, qui envoient de temps en temps des fines et qui colmatent l'aval. Donc ils l'ont fait sur plusieurs transects, en fait. Donc ce qui est important, c'est qu'en fait, il y a une filtration sur la granulométrie, qu'on a une modification de la granulométrie à l'aval. OK ? Donc du coup, ça modifie la morphologie, ça diminue aussi la bande active, les migrations de chenaux, etc. Donc ça, parfois, c'est des choses évidentes qu'on retrace ici. Ici, c'est un autre exemple sur l'effet sur la température à l'aval, en haut à droite. Vous avez des mesures le long d'un cours d'eau, voilà, de mesures réalisées sur la Haute-Dronne en 2020. Donc vous avez en bleu l'amont, si vous voulez, d'un secteur, en amont de retenue. En vert, vous avez le milieu du secteur. Et en rouge, vous avez l'aval d'un secteur, cumulé de retenue. Donc vous voyez l'augmentation significative de température à la sortie de ce cumul de retenue qui est de l'ordre presque de, je dirais, 10 degrés. OK ? Alors c'est un cas particulier. Parfois ça peut être moins, parfois ça peut être plus. C'est pour vous montrer là des exemples très concrets. Et ils ont fait cette mesure sur plusieurs années. Hein. Sur plusieurs années. Alors il y a des années, bien évidemment,
comme l'expliquait aussi Marie, quand il y a des mouvements d'homogénéisation des lacs, etc., on peut avoir moins d'impact. Vous voyez qu'il y a des années où il y a beaucoup moins de différence aussi. Okay. En bas à gauche, c'est une étude qui a été faite sur le processus de dénitrification à l'aval des retenues. La dénitrification, c'est le processus qui permet d'éliminer les nitrates par voie gazeuse en N2, dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire en conditions de chute d'oxygène. Et souvent, ça a lieu dans les sédiments. D'accord ? Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans cette étude, alors ça a été fait sur le bassin de l'Orgeval, pour ceux qui connaissent du côté de Paris, ils ont montré qu'à l'aval de la variabilité additive et les feux cumulés des retenues diminuent l'efficacité de ce processus de dénitrification. Donc ça, c'est un processus qui est quand même important d'élimination naturelle. Et donc ce processus, ils ont constaté que ça diminuait. Alors les explications, il peut y en avoir plusieurs, des milliers, parce que souvent c'est multifacteur. Une des explications, c'est que quand on a régulièrement des lâchers, on peut... Alors parfois ça colmate, parfois il y a des secteurs où tu peux envoyer du flux, et donc ça décolmate aussi, et ça envoie de l'oxygène. Et donc si vous envoyez de l'oxygène, toutes les fractions dans le sédiment, les premiers centimètres, là où parfois c'est efficace, ça s'oxygène, et donc du coup vous avez moins de zones anoxiques et donc moins de dénitrification, entre autres. Et à droite, c'est par rapport au phosphore. Là, c'est l'effet cumulé sur le lot. Vous savez qu'il y a plusieurs retenues sur le lot. Et donc c'est un chercheur qui a essayé de regarder le phosphore particulier à l'aval de ce cumulatif de retenue, depuis l'amont, au milieu, à l'aval. Et il s'aperçoit que plus il allait vers l'aval, et plus ils avaient du stock de phosphore particulier dans le sédiment. On parlait du phosphore tout à l'heure. Le phosphore, c'est un élément qu'une fois, quand il est dans le milieu, il reste, il passe dans la phase particulière, phase dissoute. C'est pas comme l'azote où il y a cette phase gazeuse, où il peut s'éliminer. Le phosphore, lui, s'élimine pas. Donc il continue comme ça à exister jusqu'à qu'à un moment donné, il est poussé au fur et à mesure des crues, il arrive dans l'océan ou dans la mer. Et puis, il peut créer des problèmes quand il est annexé, comme vous l'a expliqué Marie tout à l'heure. Alors ici, c'est un autre exemple encore d'intensité de perturbation des retenues sur la température. C'est plusieurs bassins, le Doubs, l'Haute-Dronne, le Jaoulé, alors je ne connais pas tous, Sérène, Leyde, Souerp et Vicoin, je ne sais pas si vous en connaissez certains. Et en fait, ils ont fait la même chose, ils ont mesuré de l'amont vers l'aval l'effet cumulé des retenues sur les températures. Et donc voilà, vous voyez des écarts de température qui sont maximales en été, bien évidemment. Et cette intensité de perturbation, elle est très variable d'un site à l'autre. Il peut aller de plus 1 à 5 degrés. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait parfois 15 degrés d'écart. Et là, ce qu'ils ont fait, pour les mêmes types de bassins, ils ont regardé dans la littérature et ils regardent des ordres de grandeur. Et ces ordres de grandeur, quand même, c'est des ordres de grandeur qui ressortent pas mal sur le même type de bassin. Alors là, je crois que c'était des ordres 3, de cours d'eau d'ordre 3. Donc, et puis en fonction aussi de la structure du bassin et du nombre de retenues, ça n'a pas le même impact. Alors eux, ce qu'ils ont évalué, c'est la distance d'influence de cet impact. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a d'autres débits qui arrivent sur les côtés, etc., vous pouvez avoir un mélange et puis vous n'avez plus cet impact qui est significatif. Ils l'ont évalué de 500 mètres à 1 km sur ces types de cours d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut récupérer la température théorique qu'on devrait avoir si on n'avait pas de retenue. Ça, c'est important à retenir aussi. Et c'est vrai aussi pour les concentrations, pour tout. C'est comme quand vous avez une rejet de station d'épuration, il a un impact sur quelques kilomètres. Parfois, il ne l'a pas sur des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête aussi. Alors, ici, c'est pour le compartiment biologique. Alors, le compartiment biologique, ici, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre? Variation du nombre d'espèces de poissons en fonction de l'abondance des retenues. Voilà, donc là, ils ont mis maximum de numéro d'abondance de retenue par rapport à la richesse spécifique des poissons. Et vous avez une courbe qui chute comme ça. OK ? À partir du 10, alors je ne sais pas, ils n'ont pas mis l'unité là en termes d'abondance, mais c'est quelque chose de révélé par rapport à l'abondance des poissons. Donc ils observent une diminution de l'abondance des espèces rhéophiles pour les poissons
une évolution de la structure des communautés pour les macro-invertébrés. Donc ça, c'est les invertébrés qui vivent dans le fond des cours d'eau. Et l'implantation d'espèces invasives. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous avez parlé d'espèces invasives, qu'il fallait absolument les supprimer, là, ils ont noté qu'effectivement, il y avait beaucoup d'espèces invasives qui pouvaient arriver quand on implantait des retenues. Et des impacts qui fortement influencés par le mode de gestion de la retenue. C'est-à-dire qu'effectivement, comment la personne gère sa retenue, l'impact ne va pas être le même, il va être plus ou moins important. Alors là, pour le compartiment biologique, en fait, ils s'aperçoivent que c'est très compliqué. Parce que quand ils essayent de faire un lien entre la qualité de l'eau, la dégradation de l'habitat et le compartiment biologique, ils ne trouvent pas forcément de corrélation, en fait. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout un ensemble de paramètres qui impactent la biologie des organismes. Il y en a certains qui bougent, il y en a qui restent sur place. Donc il faut avoir une approche très holistique, très intégrée du territoire pour pouvoir comprendre si vraiment il y a eu une problématique importante sur le compartiment biologique, que ce soit pour les poissons, que ce soit pour les invertébrés, que ce soit pour les algues, etc. Donc c'est ça en fait qu'il faut plutôt retenir. C'est pour ça qu'ils ont fait ce petit schéma en disant l'intérêt de considérer l'ensemble du cycle hydrologique pour le compartiment biologique, mais aussi pour la morphologie du cours d'eau, c'est ça qui est important. D'accord ? À la fois ce qui se passe pendant les crues débordantes pour remettre en place des connectivités. Parce que on sait que quand on a mis des barrages au fil de l'eau, les connectivités avec les zones humides, les zones de frais, elles ont disparu petit à petit. Donc tout ça doit être pris en considération, à la fois ces crues, les débits de printemps aussi, pour les maintenir justement quand il y a des frayères, etc. Les débits d'attrait pour les salmonidés, les débits d'étiage permettant le maintien des habitats, ou les connectivités avec les zones de refuge pour avoir des débits biologiques. Alors ça, c'est toujours la question, c'est comme les débits objectifs d'étiage, c'est toujours la question qui est toujours encore là. Et les débits de mise en eau, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas spécialiste des poissons, mais ceux qui sont dans la salle, ils connaîtront mieux que moi tout ça. Alors, là, un peu plus proche de chez nous, il y a eu ce projet qui a été fait il y a 2-3 ans maintenant. C'est un projet qui a pris des retenues modèles. C'est un projet qui a été fait avec des collègues de Strasbourg, de Paris et de Toulouse, dont j'ai fait partie, où on a travaillé sur 3 retenues modèles. Donc une retenue qui est dans le Gers, qui est dans le bassin d'Oradé, pour ceux qui connaissent le bassin d'Oradé. Et donc on a étudié l'impact, le rôle de ces retenues vis-à-vis du transfert de contaminants dans un bassin. Et on s'est ciblé sur l'azote et sur les pesticides. On a regardé si ces retenues, finalement, elles ne pourraient pas servir de zone tampon par rapport aux pesticides. On s'est posé ces questions. Donc on a un bassin versant d'Oradé, ici, en zone agricole, bassin versant de Rampillon, qui est au sud de Paris, dans un bassin versant aussi agricole, mais drainant. C'est un bassin versant drainé. Et là, vous avez un bassin d'orage en Roufac du côté de Strasbourg. Donc on a étudié ces 3 bassins, on a mesuré pendant une année les entrées-sorties de ces bassins et on a regardé l'impact, le rôle que pouvait avoir par rapport à l'abattement de contaminants type les pesticides. On a entré ça dans un modèle pour voir l'impact toujours cumulé de ces retenues sur ces pesticides. Et là, on a choisi le bassin versant de la Save. Le bassin versant de la Save, il contient le bassin versant d'Oradé. D'accord ? C'est la petite pastille pour ceux qui connaissent. Bon, enfin bref. Et donc, du coup, là, on a simulé 197 retenues connectées. On a choisi de prendre que les retenues connectées. Parce qu'on avait retenu, des retenues, on en a 1083. On en a identifié 1083. On a choisi 197 retenues connectées, justement connectées au cours d'eau, pour voir justement l'impact de ces pesticides sur le cours d'eau. On a simulé l'hydrologie. On s'est appuyé sur les observations qu'on a faites, pour voir si le modèle rendait bien compte du transfert de pesticides sur ce bassin. Et en fait, ça c'est un exemple de ce qu'on peut sortir. On a simulé ici le métolachlore et de côté la clonifène sur une période de 1 an. En concentration, vous avez concentration en microgrammes par litre dans le cours d'eau, à l'aval du cours d'eau, c'est-à-dire une fois qu'on a cumulé tous les effets des retenues après les pratiques, etc. Pourquoi on a choisi ces 2 molécules ? Parce que le S-métolachlore, il est plutôt dissous.
Et il se transporte plutôt en forme dissoute, alors que la clonifène plutôt en forme particulière. Donc c'est dit comme ça donne le rang de toutes les molécules qui peuvent aller de l'un à l'autre en fait. Alors on a fait la même chose que pour l'hydrologie tout à l'heure, c'est-à-dire on a calé le modèle à l'aval sur les observations. Vous voyez, en point, vous avez les observations, je ne sais pas si on le voit bien ici. On ne les voit pas bien, ah oui, même je ne les ai pas mis. Bon, vous pouvez me faire confiance. On a bien calé le modèle sur les observations et ensuite on a simulé avec et sans retenue. Donc avec retenue, on cale bien sur les observations. Vous avez les courbes en noir. Vous les voyez en noir? Bon, alors, comment on peut faire? Tu peux faire un zoom là? En fait, c'est la courbe continue sombre. Pour faire simple. D'accord? Ah, voilà. La courbe continue sombre. Voilà, ici, vous avez la clonifène. D'accord? Alors, je ne vous ai pas mis la pluie, hein, mais j'aurais dû vous mettre la pluie. Là, vous avez les périodes d'épandage. Et première pluie, pouf, vous avez déjà les pics. OK? On l'observe avec la mesure, on observe le modèle. Donc, ça, c'est l'épandage, il est par là. Première pluie, ça sort. Donc là, c'est avec les retenues. Et ça, c'est sans les retenues. Ça veut dire que, vous voyez, la concentration, elle est plus que diminuée par 2. D'accord? Donc ça joue vraiment un rôle tampon intéressant. Pour la phase particulière, c'est moins important pour la phase dissoute. D'accord? Alors pourquoi il y a plusieurs courbes là? Parce qu'il y a la dissoute et particulière. Hein. On a fait plus compliqué encore. C'est-à-dire on a pris la molécule qui est plutôt sous phase particulière, mais on a quand même simulé sa phase dissoute et particulière. Vous voyez, vous avez aussi une différence sur sa phase dissoute. Mais elle est moins importante. Et là, c'est pareil, vous voyez, sur la phase dissoute, le pic, elle est moins important. Parce qu'en fait, le dissous, il va passer essentiellement par-dessus. En fait. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, on s'est amusé à faire des bilans. Donc là, tu peux rediminuer. Donc là, sur ce bassin, bien évidemment, c'est toujours un cas particulier, on a fait le bilan, on a vu que grâce aux retenues, entre guillemets, on a pu abattre jusqu'à 40% du S-métolachlore. Alors quand on dit abattre, je m'entends bien. Le S-métolachlore, il a des métabolites, il est stocké dans la retenue, il est dans la retenue, hein. Il n'a pas disparu. Ça veut dire que ça peut être une bombe à retardement. D'accord ? Je précise. Mais en tout cas, pour la qualité de l'eau à l'exutoire, ça a permis d'abattre 40%. Et pour la clonifène, presque 60%. Pourquoi? Parce que particulièrement parlant, c'est plus intéressant. Elle sédimente, on la bloque en fait. C'est plus efficace pour les particules en fait. D'où l'histoire du phosphore et tout à l'heure qu'on a vu, particulière, etc., qu'on retrouvait. Donc en moyenne, chaque retenue retient 5,52 kg par an, plus ou moins, enfin ça c'est des détails. Et pour la clonifène, 2 kg par an, si on l'amène sur une année. Et là, ce que vous voyez ici en bas, pourquoi c'est coupé, voyons? Hop. Ah, voilà. Alors ici, voilà, c'est le bilan interannuel. Ah, pourquoi ça fait comme ça? Bon, c'est le bilan interannuel, parce qu'une fois qu'on a le modèle, on peut faire du rétroactif. Puisqu'on a les pluies, c'est un modèle hydrologique, comme on a les pluies passées, etc., on fait du rétroactif et on regarde comment ça évolue interannuellement. Et grâce au modèle, on peut faire aussi du futur. C'est-à-dire, vous prenez les modèles climatiques, on peut faire de la projection 2050. Si on garde les mêmes retenues, si on fait les mêmes pratiques, etc., qu'est-ce que ça va devenir à cause du climat? Comment le climat va impacter cette dynamique de flux? Et après, vous pouvez changer l'occupation du sol, rajouter des retenues, enlever des retenues. Ça nous donne un outil vraiment de réflexion, je trouve, et de discussion ensemble, à la fois entre les scientifiques et les acteurs du territoire. C'est un peu le but d'utiliser ces outils. Donc ici, vous avez des interannuels. Et donc, en gris, vous avez 100 pondes. D'accord? Les flux sans pondes. Mais là, les gris ici. Et là, c'est les flux avec pondes. Et ce qui est plus foncé, en gris, c'est ce qui est sorbet en particules. Et ce qui est plus clair, c'est ce qui est dissous. Ici, ce qui est plus foncé, c'est ce qui est particulaire. Et ce qui est plus clair, c'est ce qui est plus dissous. Donc, globalement, vous voyez dans chaque année que vous avez, en fonction des années pluvieuses et plus sèches, vous n'avez pas les mêmes quantités. Mais dans tous les cas, vous avez des effets
positif, je dirais, d'abattement de ces molécules tout au long de l'année. Enfin, tout au long, à chaque fois. Vas-y. Sauf pour les années, vous voyez ici, où il y a eu très peu sur la partie, ça c'est pour la clonifène. Très peu de retenue sur cette année-là. Ici, c'est pareil. Ça a dû être une année très peu pluvieuse, par exemple. Oui, vas-y. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez retrouver sur Internet. On a fait un guide pour les partenaires socio-économiques. D'accord ? On a fait une exposition aussi, et puis un article de synthèse. Vous pouvez aller taper Pestiponde, vous avez le site en bas, et vous avez un guide méthodologique pour résumer un peu les résultats de ce projet. Et on donne aussi des conseils pour comment aménager sa retenue, comment faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus efficiente par rapport à cet abattement, sachant que derrière, je vous le répète, et on le dit aussi, ça peut être aussi une bombe à retardement, mais au moins on donne quelques conseils. Voilà. Donc en termes de conclusion, la présence de retenue sur un bassin influence toujours dans tous les cas, on le sait. Donc l'idée c'est comment influencer le moins. L'importance de recenser, vous le faites. Moi je trouvais très intéressant votre présentation. Besoin de connaissances complémentaires parce que l'impact cumulé on sait très peu, notamment sur la partie aussi biologique, c'est très compliqué d'avoir des infos. Sur les types de retenues qui ne sont pas connus dans la littérature, sur l'impact des prélèvements aussi dans ces retenues. On ne sait pas quel est l'impact qu'il peut avoir. Et aussi le rôle de l'évaporation dans ces retenues. Alors, quelle place des retenues dans l'adaptation au changement global ? Là, je ne vais pas vous lire tout, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a de plus en plus une demande accrue pour l'irrigation, qu'on a besoin d'accroître le stockage de l'eau, notamment via des retenues de substitution, et que les usages vont augmenter liés au changement global. Mais que ce n'est pas les seules solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir d'autres solutions, dont j'ai parlé hier à la Chambre d'agriculture, qui peuvent être liées aussi à une modification d'usage des sols, à une réflexion plus globale à l'échelle du territoire, et en travaillant sur les effets éponges du territoire. On a un projet notamment européen qui travaille avec les chambres d'agriculture sur comment mettre en place des zones éponges dans nos territoires qui va permettre de retenir l'eau quand il pleut et de la restituer quand il fait chaud. Enfin, quand on en a besoin. Donc ça, je vais passer. Donc, il y a un certain nombre d'options d'adaptation. Vous pouvez aller le lire dans le documentaire. Je ne vais pas les lister ici. Mais en tout cas, c'est pour dire que les retenues ne sont pas la seule solution à l'adaptation ou à la transition, et que en fait l'intérêt c'est d'avoir une vraie réflexion globale à l'échelle du territoire. On parle d'agroforesterie, on parle de paysages, d'agriculture urbaine aussi, parce que les communautés, tout ce qui est autour de l'urbanisme, on peut aussi aider à faire en sorte qu'on peut avoir aussi des zones de rétention d'eau ou d'infiltration plus importantes pour garder de l'eau dans nos stockages souterrains, par exemple. Et avoir vraiment cette approche vraiment holistique, c'est un peu le message qu'on veut passer, en fait, faire passer là-dessus. Donc, nécessité de réfléchir à l'échelle des territoires, en considérant les enjeux, les trajectoires, etc. et privilégier les solutions sans regret qui représentent un coût-bénéfice multiple. C'est ça la difficulté. Donc après, ils ont listé quelques solutions. Par exemple, continuer à respecter le débit réservé pour les retenues sur le cours d'eau, gérer des vidanges, limiter les rejets et pertes d'espèces invasives et réaliser des pêches de sauvegarde. Un autre exemple, c'est gérer la répiscive à l'aval et autour du plan d'eau, installation d'un moine justement pour ces histoires notamment de température, je pense que c'est pour ça, et aménager les berges en fonction de l'usage. Là, ce qu'on préconise aussi, c'est la déconnexion de la retenue en étillage quand il y a des retenues connectées et mise en place d'un bras de contournement pour ces retenues. Voilà. Et ensuite... surtout, là, ça c'était une question que j'avais, je sais pas combien de retenues qui ont été créées dans les années 70, combien il en reste aujourd'hui. En fait, il se peut qu'il y en ait qu'on puisse remobiliser. Qu'on pourrait remobiliser, alors il faudrait l'étudier une par une, et donc on préconise ça, de remobiliser des retenues existantes délaissées, d'effacer les retenues non utilisées,
parce que justement ça permettrait à l'eau de recouler, etc. Ça ne sert à rien de les laisser. Et de récupérer des eaux de drainage si c'est possible. Donc du coup, ça c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure sur les mesures éponges. Ils viennent de démarrer. Je suis harcelée par la presse depuis 15 jours parce que je fais tous les jours des interviews auprès de la presse pour ce projet. C'est le seul projet mission, le projet mission au niveau de l'Europe. C'est un projet européen. C'est des priorités d'État. Donc priorité d'État, ça veut dire ils ont mis en place des projets mission. Et celui-là, c'est le seul projet payé, financé en Europe sur un projet mission transversal. C'est-à-dire, c'est un projet sur le climat, l'eau et les sols. C'est le seul. On est 32 partenaires sur ce projet. C'est porté par les Allemands. Et nous, en France, le bassin versant pilote démonstrateur, c'est le bassin versant de l'Alaize, qui est un affluent de l'Ariège, qui est lui-même un affluent de la Garonne. Parce que lui, il a des problématiques de couler de boue l'hiver, pendant les périodes d'orage, couler de boue, et l'été, ils n'ont plus d'eau. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces mesures éponges. Mesures éponges, c'est ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur le territoire, à l'échelle, pas que les agriculteurs, hein, il y a aussi les communes qui doivent travailler sur la désimperméabilisation des sols. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire pour faire en sorte que les territoires ils soient de plus en plus éponges, qui gardent cette eau pendant qu'il pleut, qu'il évite ces érosions massives et qui restituent cette eau pendant l'été. Donc là, on a du financement pour financer des agriculteurs qui sont OK pour faire ça chez eux, pour démontrer, et nous, on est là pour essayer d'évaluer l'impact de ces mesures sur la qualité, la quantité de l'eau et le cycle hydrologique. Donc là, sur 4 ans, donc l'idée, c'est de financer les mesures là. On va mettre en place des mesures. Alors ça peut être des changements de pratiques, travail sur les sols, mettre du miscanthus, faire des couverts végétaux différents. Il y a plusieurs, il y a 50 mesures, il y a 100 mesures au total. Au total, il y a 150 mesures pour être précis, mais sur le territoire, on va mettre 100 mesures. Et on va regarder ça à l'échelle du territoire. Alors ça peut être des bassins de rétention aussi d'eau. Hein. Ça fait partie aussi des mesures. Il y a des secteurs où c'est bien de mettre des bassins de rétention d'eau. Donc tout est possible en fait. Donc c'est juste pour vous en informer parce qu'au fur et à mesure qu'on avancera, ça serait bien peut-être que je vienne vous présenter ou vous envoyer des résultats. Et ça c'est un projet qui est actuel avec une doctorante que j'ai cofinancée par l'Agence de l'eau et le CNES, sur lequel on veut travailler sur les retenues d'eau sur l'ensemble du bassin Adour-Garonne, à partir des données de télédétection, pour regarder la problématique d'eutrophisation, justement. Parce que c'est encore un problème d'eutrophisation. Sauf que ceux qui veulent l'Agence de l'eau et le CNES, c'est-à-dire essayer de voir si on peut prédire, en fonction de paramètres cumulés, une eutrophisation d'un plan d'eau dans un contexte particulier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On utilise la télédétection, d'accord ? Et avec la télédétection, on mesure la couleur de l'eau. Et avec la couleur de l'eau, on en déduit la chlorophylle A et la matière en suspension, en surface de ces plans d'eau. On va travailler sur des plans d'eau supérieurs à 1 hectare. D'accord ? Et on utilise le satellite Sentinel-2 qui a un passage tous les 5 jours, une résolution de 10 mètres. Et là, elle démarre la thèse, donc elle a les premiers résultats. On voit déjà qu'on a des choses intéressantes parce qu'après, on va sur le terrain vérifier, d'accord, pour caler les capteurs et après regarder si on arrive à bien reproduire à partir de la télédétection cette fameuse chlorophylle. Ça va nous donner des données interminables. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec ces données, on va utiliser aussi des modèles qui vont calculer les flux d'entrée de nitrate, de phosphore, etc., les volumes des retenues, etc. Et on va faire de l'intelligence artificielle pour essayer de corréler quels sont les paramètres qui vont permettre d'expliquer si on a un bloom algal, un niveau d'eutrophisation tel, etc. Alors aujourd'hui, on est là, c'est-à-dire il nous manque une plaque ici. J'ai vu que vous avez bien travaillé sur ces secteurs, mais depuis, ça a avancé, parce que là, c'est les planches de novembre là, que je n'ai pas mises à jour. Mais depuis, on les a, ces plaques, ça serait intéressant de discuter avec vous. Et donc là, on a commencé à faire entraîner cet outil d'intelligence artificielle et on arrive à représenter à plus de 80% le niveau trophique à partir de l'observation satellitale. Ce qui est un résultat pour nous étonnant, parce qu'on pensait ne pas être aussi près de ça. Donc c'est en cours, voilà, je vous montre que ce travail il est en cours et qu'on est prêt à venir vous le présenter quand vous serez prêt. Et ça, c'est les différents travaux en cours sur les retenues cumulées en France, en fait. Tous les travaux qui sont actuels en France, et puis je crois que j'ai terminé là-dessus. Voilà.
Je ne sais pas si j'étais dans le timing. Merci. Bon, alors c'était le deuxième volet de la matinée, du coup, sur les impacts cumulés. Je pense que merci déjà Sabine pour cette présentation. Et est-ce que vous avez des questions à poser ou des remarques à faire sur ce qui a été présenté? Oui. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, je voulais savoir si vous vous étiez rapproché d'autres pays de l'Europe par rapport aux effets cumulés des plans d'eau, parce qu'il y a des pays où il y a vraiment peut-être plus de données qu'on a en France. Non, c'est pas rapproché. On a regardé la littérature. Oui. Ah, pardon. La littérature que je vous montrais, c'est une littérature internationale. Oui. Donc les 10 publications qui se battent en duel, c'est international. Donc les gens, ils se sont pas trop penchés sur la question. Parce que quand même, c'est un point délicat. Ceux qui pourraient s'y pencher, c'est par exemple en Espagne, où c'est une catastrophe en fait, mais ils ne veulent pas s'y pencher en fait. Donc ils ne vont pas l'étudier. Donc il y a très peu d'études. Et puis après, on ne s'est pas rapproché de chercheurs qui sont vraiment... on est resté vraiment franco-français là pour l'expertise. C'était ce qui était demandé par le ministère. Mais en tout cas, la littérature, c'est international. Ça, c'est sûr. Oui, ce que j'ai vu, c'est que vous êtes basé que sur des retenues déconnectées, ou pratiquement, sur les études. Donc, sachant qu'on nous a expliqué tout à l'heure qu'on ne pouvait plus en faire, donc déjà, c'est un problème. Et après, quand vous dites... Déconnecté ou connecté? C'est les connectés que vous ne pouvez plus faire. Déconnecté, pardon, oui, qu'on ne peut plus faire. Et aujourd'hui, plus loin connecté. Ouais, okay. Aujourd'hui, vous avez fait que sur des connectés. Les études, oui. Quasiment. Oui. Donc on voit que quand même ça a beaucoup de vertus, quelques effets négatifs, ça c'est clair, mais au niveau épuration, il n'y a pas mieux. Et ça, il y a longtemps qu'on le sait. Et en plus, par rapport à ce que vous disiez, dans les projets de territoire, il y a longtemps qu'on a intégré qu'il y aurait 50% d'économie et 50% de création. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que vous dites, on y est, sauf qu'on a quand même des freins aujourd'hui. Alors je pense que c'est des freins idéologiques, puisque dans la pratique, on voit bien que quand même, ça marche. Alors ça marche quoi? L'épuration par rapport aux retenues connectées, ah oui. Par rapport aux températures qui vont durer sur entre 500 mètres et 1 km, ça, avec les grosses retenues qui réalimentent, on le sait depuis longtemps. Sur les lissages sur les périodes d'étiage, on le sait depuis longtemps. Enfin voilà, il y a quand même... J'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, mais des fois, c'est bon de le rappeler, quoi, quand même. Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, le ministère, il voulait un état de l'art. Donc on n'a fait que retranscrire ce que vous connaissez sur le terrain, mais que les gens là-haut à Paris, c'est pas des gens qui vont sur le terrain, vous comprenez? Donc du coup, on a effectivement refait, on a fait un état de l'art, ce qui existait. Et après, pour compléter par rapport au bassin d'Oradé, que j'ai suivi un petit peu, donc c'est des rotations blé-tournesol, c'est pour ça qu'on voit apparaître le métolachlore et le chalange, enfin la clonifène, et c'est vraiment sur des périodes très ciblées de printemps. Et sachant que quand même sur ce bassin versant, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de substituer les racinaires par des foliaires. Donc, je pense aussi que les résultats sont un peu biaisés du fait de l'évolution qu'a eu le bassin d'Oradé. Ces résultats, ils datent d'il y a 3 ans, hein, donc ils sont hyper récents. Tout à fait. Alors, pour vous dire l'efficacité, pour moi, c'est éliminé quand les molécules ne sont plus là. Elles sont quand même là dans le système. On est d'accord tous. Hein. Ok, c'est pour préciser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Personne. Ils ont tout compris parce qu'ils savaient tout déjà, en fait. Non, il y a beaucoup de choses qu'on sait effectivement oui, d'expérience, tant mieux. Mais c'est des études qui permettent quand même d'apporter un regard objectivé aussi. Hein, il y a l'expérimentation, il y a l'objectivation de tous ces éléments, et puis il y a la dimension grande échelle, et puis les questions d'impact retenues par retenues, on les apprend quand même un peu, mais c'est la notion d'impact cumulé qui est quand même très difficile à appréhender. Hein. Alors vous disiez, c'est parce que on veut pas trop savoir aussi, peut-être, mais il y a aussi peut-être la difficulté de l'approche qui fait que c'est des sujets peu investis. Alors il y a 2 questions.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Michel, Frédéric Marcato, donc je m'occupe de la recherche et développement pour la coopérative Vivador. Effectivement, là, la plupart des résultats que vous avez présentés sont quand même à l'aval de retenue, donc connectés sur cours d'eau. Comme l'a dit Michel, on n'a pas aujourd'hui la possibilité de continuer à développer ces outils-là. Et ce qui se développe essentiellement, ce sont les retenues donc hors cours d'eau, qui représentent des volumes excessivement faibles aujourd'hui en termes de capacité. On est sur des 30 000 cubes sur une valeur annuelle, donc on est souvent à la marge en fait de l'impact débimétrique ou de variation interannuelle. Donc c'est effectivement très compliqué d'obtenir ces choses-là et surtout d'obtenir la quantification de cet impact-là, puisqu'on parle quand même de quantités très faibles, au contraire de l'Espagne par exemple, dont vous avez parlé, qui capte là des volumes beaucoup plus significatifs. On est sur des valeurs en fait très faibles aujourd'hui et il faut quand même être prudent, je pense, dans l'affichage des résultats que vous avez proposés. Quand on dit les retenues finalement impactent tel ou tel point, en fait si on ressort par exemple ne serait-ce qu'au Radé où vous avez pris 100 retenues connectées et il y en a 700 qui sont sur la Save, déconnectées. sur la Save. Voilà, en fait on a une image là qui s'est concentrée sur les barrages sur cours d'eau, mais qui n'est pas forcément en fait celle qu'on va avoir sur des retenues complètement à côté. Et dans les propositions qu'on fait aussi de solutions, j'ai entendu Miscanthus, etc. Il peut y avoir des solutions comme ça qu'on va voir idéalisées, pareil, qui descendent de Paris, etc., qu'on a pu tester nous aussi. S'il n'y a pas de marché en face, s'il n'y a pas de la dimension économique que je représente pour la partie agricole, ça ne sert à rien d'avancer là-dessus. Voilà, parce qu'à la fin, c'est le territoire qui meurt et pas que l'agriculture. Exactement. Juste pour vous dire, sur les résultats de l'Amboulas, là, il y avait toutes les retenues sur l'Amboulas, là. Là où on a vu les tillages, l'impact sur les tillages. Ah oui, c'était une question que je voulais vous poser. La première partie sur l'hydrologie, c'est ça? Donc là, on avait bien l'ensemble des retenues déconnectées, connectées. Sur la Save, effectivement, qu'il n'y avait que les connectés. Alors les connectés, c'est pas que ceux qui sont sur cours d'eau. Il y en a qui sont connectés parce qu'en fait, ils sont connectés parce que leur sortie est connectée. Ils sont en parallèle, c'est ça que je veux dire. Mais ils ne sont pas au fil de l'eau. Il y en avait aussi comme ça. Oui. Et juste une précision, alors effectivement, là on a des éléments, on va dire théoriques, quoique basés sur des territoires qui existent vraiment, sur des réalités de territoire. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de, est-ce que ça représente vraiment, etc. Mais on verra tout à l'heure dans l'après-midi aussi un exemple très concret de territoires où ces impacts-là sont bien connus, identifiés par l'expérience aussi. Donc ça viendra illustrer les propos de Madame Sauvage cet après-midi. Et pour le Miscanthus, on est sur un projet actuellement avec une filière, justement. On chiffre à peu près aujourd'hui à 100 000 hectares de surface agricole qui sont plus cultivées sur le Gers. Ça représente à peu près 50% de la richesse agricole qui a disparu du territoire en 10 ans. C'est une évolution très très rapide. L'inconvénient du Miscanthus aujourd'hui, on en connaît plein. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à les lever. En particulier les coûts d'implantation, le développement de certains gibiers qu'on ne peut plus maîtriser. Et des coûts de production qui sont très élevés. Si on regarde le schéma d'un peu plus loin, c'est aujourd'hui un système pyramidal où pour vous en sortir, il faut revendre des rhizomes à quelqu'un d'autre et donc convertir d'autres gens à faire du Miscanthus, sinon la filière économique en elle-même, elle ne passe pas. Il n'y a pas les marchés suffisants par rapport aux surfaces. Je vous mettrai en contact avec ceux qui sont en train de réfléchir sur le projet parce que votre expérience, c'est bien de la partager avec eux parce qu'ils ont d'autres idées. D'accord ? Merci. Moi, une petite remarque, si je peux me permettre, j'ai toujours quand même un problème avec les modélisations. Oui, c'est normal. Pour moi, il y a des erreurs. Franchement, il y a des erreurs. Parce que quand j'aurais dû vous montrer les observations. Quand c'est sur retenue qu'il y a moins de débit, j'ai du mal à cette modélisation-là parce que si on enlève la retenue, en période d'étiage sévère, je suis désolé, la retenue va maintenir plus de débit que s'il n'y a pas de retenue. Et ça, on ne le voit pas dans vos graphiques. Alors je sais, c'est des cas spécifiques, il faudrait le remodéliser ailleurs. Mais voilà, je mets un point juste d'attention à la modélisation qui est un petit peu compliqué. Et à pas généraliser tout ça et de dire que c'est l'évangile, tout ça. Après, sur le modèle agricole... alors c'est de la recherche, je suis d'accord, mais je vais répondre après.
Et sur le modèle agricole, alors Fred l'a un peu abordé, mais attention à ne pas vouloir changer tout le modèle agricole et les productions que l'on fait. Si on fait les productions que l'on fait localement, c'est parce que d'une, on a les débouchés, d'une, on a le terroir qui s'y prête, et on a essayé autre chose. J'ai eu l'occasion d'en échanger sur des réunions ateliers sur l'eau. Certains me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas du blé, pourquoi vous ne faites pas du sorgho? Le blé, il va s'inonder l'hiver ici. Le sorgho, il faut qu'on l'arrose comme du maïs, sinon ça plante. Enfin, voilà, il faut faire attention à tous ces effets d'annonce de dire il y a d'autres solutions. Il n'y a pas forcément d'autres solutions. Il faut étudier d'autres solutions, mais il ne faut pas dire franco, il y a des solutions autres de production en local. Il y a des productions qu'on a essayé de développer, que ce soit le miscanthus, le chanvre, on s'est planté. On a perdu, il y a des organismes économiques qui ont perdu des millions d'euros sur ça. Donc il faut faire attention aux effets d'annonce. C'est surtout ça que je veux vous alerter. Oui. Merci en tout cas pour votre remarque. Donc sur la première remarque, en fait, ce qu'on a fait dans ce cas, c'est que on a mis un mode de gestion effectivement qui a été fixé par l'INRAE, qui nous a dit bon, les retenues, elles se remplissent de temps, elles sont pompées de temps, elles rejettent de temps. Donc effectivement, c'est une simulation avec un scénario. Il faudrait que je vous mette derrière les hypothèses de la simulation. Dès qu'on a une simulation, je suis d'accord avec vous, il faut derrière mettre qu'est-ce qu'on met derrière comme hypothèse. Et aussi, ce que je n'ai pas mis là, c'est de mettre aussi des barres d'incertitude, parce qu'on a aussi des barres d'incertitude. Donc ça, je suis d'accord avec vous, donc comme ça c'est clair. La deuxième question, pour le miscanthus. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, nous, les scientifiques, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on ne veut plus faire notre science de notre côté. C'est-à-dire faire nos observations, tartampion. C'est pour ça que moi, je suis contente du projet SpongeWorks, là, en fait. On veut faire de la science co-construite avec les acteurs du territoire, parce que nous, on ne sait pas tout. On est soit derrière nos ordinateurs, on n'est pas tous sur le terrain. Quand on va sur le terrain, on fait des observations. Moi, je suis plutôt en écologie et environnement. D'accord ? Et donc, du coup, dans ce projet SpongeWorks, ce qu'on a voulu faire, c'est d'intégrer les chambres d'agriculture. Eux, ils sont partenaires, ils ont de l'argent aussi. Du 31 du 09, le syndicat mixte de la vallée de la Lèze. Donc et puis, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble pour, justement, et ils me le rappellent souvent, ils me disent « Attention, pour ce truc, il faut qu'il y ait ce truc, etc. » Chose que nous, on ne connaît pas. Et donc, de plus en plus, on va vers ça. Et de plus en plus, nos institutions de recherche nous forcent à aller vers là. C'est-à-dire, on ne fait plus la recherche tout seul. On est avec les acteurs socio-économiques et on travaille ensemble pour trouver des solutions. Parce que nous, tout seul, on ne trouvera pas de solution. On va vous trouver des solutions qui sortent d'une autre terre ou d'une autre planète, qui vont être jamais concrètes. Et ça va plus. Enfin, ça va plus. On peut penser ça pour un moment donné, ça peut sortir. Il y en a qui font de la recherche fondamentale. C'est très bien, il en faut toujours. Mais nous, on est plutôt ouverts vers ça. C'est pour ça qu'on a des zones ateliers. Je ne sais pas si vous connaissez le système zone atelier. C'est des zones très particulières où la recherche fait on appelle ça des laboratoires vivants. C'est-à-dire on va sur le terrain, on a un laboratoire vivant et on expérimente sur le terrain. En même temps, on fait la recherche et en même temps, on expérimente avec les acteurs du territoire. Et actuellement, il y a un défi clé région qui est financé là-dessus. D'ailleurs, sur la Mi-12 aussi, il y a un laboratoire vivant sur réutilisation de l'eau usée traitée. Ils l'ont traité ? Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de travailler à la fois avec les scientifiques, avec les acteurs du territoire, et on réfléchit ensemble et on essaie de travailler ensemble pour aller dans le bon sens et que ça soit pratico-pratique et mis en application rapidement, pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc ça, c'est un exemple aussi financé par la région, ce fameux défi clé, dans lequel on est impliqué aussi sur la Mi-12, notamment avec des collègues du laboratoire. Donc merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? En tout cas, en écho aux quelques remarques, c'est sûr, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a pas forcément une solution dont il faut évaluer les intérêts, les impacts, mais et je crois que les projets de territoire, notamment sur lesquels on travaille, sont l'illustration évidente du fait que les solutions seront multiples. Et on est loin pour assurer la résilience d'un bassin et de l'eau pour tous à l'avenir. La simple question, finalement, simple, c'est pas le bon mot, mais la question des plans d'eau, pas des plans d'eau, mais c'est vraiment un ensemble de solutions qui doit être envisagé. Chaque solution n'étant pas ou bonne ou mauvaise, mais ayant des avantages et des inconvénients, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient économiques. Enfin voilà, donc c'est effectivement très complexe. Merci Marie. Alors, moi je suis le nouveau de l'étape. Je suis Pierre Bournoguet, je suis conseiller départemental de l'Haute-Bigorre, des Hautes-Pyrénées.
Je suis à la source. Et ça fait 3 ans que j'ai intégré la commission locale de l'eau et j'en ai pris la présidence sur les recommandations de Christian, mon prédécesseur, pour permettre un tuilage post-élection municipale et de manière à ce que sur 3 ans, on puisse faire aboutir un petit peu les schémas d'aménagement de gestion de l'eau qui sont en cours de révision sur le territoire de la Douramont. Moi, je voulais remercier ce matin les intervenants. On est parti d'éléments de contexte généraux. On est arrivé sur des éléments plus techniques pour terminer sur des éléments qui sont très scientifiques. Et derrière, ont émergé pas mal de questions avec des débuts de réponses. Moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que autant on pourrait avoir, comme vous l'avez dit, une solution facile. On a un règlement européen qui nous permet de faire quelque chose, on y va, c'est bon, et on vient complexifier. Moi, ce que je retiens de ce matin, c'est qu'on a besoin d'adapter au cas par cas sur nos territoires. Et les choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a une multimodalité qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de points. Et peut-être que les solutions d'ingénierie dont vous avez parlé, que vous venez d'énumérer, seront une partie des éléments à prendre en compte, et je vous rejoins, effectivement, il faut que ce soit corrélé aux pratiques. Donc les expérimentations sur le terrain seront celles qui permettront de prendre les bons choix et les bonnes décisions. Nous, sur l'institution Adour, je rejoins ce que disait le président Paul Carrère tout à l'heure, et je ne vais pas aller contre son avis, bien entendu. Nous avons besoin de trouver des solutions pour créer des retenues qui répondent aux besoins, qui trouvent une résonance économique, parce qu'il va falloir quand même les financer. Et il n'y a pas que le monde agricole qui doit le payer, parce qu'à un moment donné, on va en avoir besoin aussi pour nos besoins à nous de développement de territoire. On en a besoin pour l'eau potable, on en a besoin pour continuer à avoir de l'urbanisation, à avoir nos écoles, à avoir nos loisirs qui se maintiennent. Et tout ça, c'est un ensemble qu'on est obligé de choisir au travers de nos schémas d'aménagement de gestion de l'eau. Je ne vais pas être plus long que ça, parce que beaucoup d'éléments ont été dits. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai envie de voir plutôt le verre à moitié plein. Il faut qu'on trouve des solutions qui facilitent la mise en place de ces éléments, que ce soit des retenues, qu'elles soient plutôt déconnectées, puisque visiblement on n'a pas le droit. Mais les connecter, si on peut les faire, il faudra qu'on réfléchisse aux données que nous donne la science. On a vu que quelque chose qui n'était pas vrai il y a 20 ans sur des relevés pluviométriques sont aujourd'hui vrais. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'adapte avec ces éléments-là. Et quelque chose qui aujourd'hui peut être interdit pourra peut-être faire l'objet d'adaptation au cas par cas en fonction des besoins, de ce qui permet de répondre à un besoin ponctuel sur un terrain. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler très localement avec une expertise ultra spécifique. Et non, on ne va pas complexifier les choses, je ne crois pas. Je pense qu'on aura peut-être beaucoup de travail pour réussir à sortir quelque chose qui permette de réaliser des projets. Et surtout, il faudra qu'on y garde un caractère évolutif. Donc moi, ce que je vois dans cette fin de matinée, c'est toutes ces données qui sont en train d'arriver, qui vont nous permettre d'avoir un caractère évolutif sur quelque chose qui aujourd'hui est peut-être faux, qui pourra être vrai demain, ou quelque chose qui peut être vrai aujourd'hui n'est pas forcément adapté pour demain. Et quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve des modèles économiques. On n'a peut-être pas fait de retenue, Paul, comme tu le dis, depuis le début de ta présidence. Par contre, on a quand même pas mal d'ouvrages à entretenir aussi. Et il faut qu'on trouve des modèles économiques, ça coûte très cher. Il faut qu'on garantisse la sécurité, la salubrité. Donc on a beaucoup de travail, on a du pain sur la planche, mais je suis sûr qu'ensemble, on va y arriver. En tout cas, merci pour les animations, merci aux intervenants, et je vous souhaite à tous bon appétit.